1, 2, caméra. T'es vachement à contre-jour. Hein. C'est peut-être moi, hein. Enfin, c'est... Ouais. Il est là-bas. Non mais je sais pas, mais là c'était très noir. Et alors? Ah mais le but c'est pas que ce soit moi, c'est que son voit elle. Oui, je regarde. Mais quand même qu'on voit ta tête. T'as 12 têtes. Ton joli visage. Ton joli visage. Bon bref, oui, j'ai repris une voiture. La raison, elle est juste derrière la caméra. Alors, en fait, il y a deux raisons principales. Une première raison, c'est que toi, t'aimes pas la moto. Deuxième raison, c'est que moi, je suis pas fan des longs trajets Twingo. Pour aller chercher le pain et faire les courses, c'est très bien. Mais dès qu'il faut faire 400 bornes... Voilà, la raison évidente, c'est ce mètre 90 là. Pour les longs covoiturages en ta compagnie, voici ma nouvelle voiture. La Peugeot 407 coupée. Et là, paf, plan de coupe. Allez. Ah, je sais pas si on voit, mais il fait froid. Oui. Peugeot 407, alors je me déplace, je pense à moi qui ferai le montage après pour les feuilles mortes. Présenté en 2003, modèle de série sorti en 2004 et Peugeot 407 coupé sorti en 2005. Je crois que c'est une des voitures qui est sortie avec le plus de motorisation que je connaisse de tête différentes. Genre je crois qu'il y a 8 moteurs différents qui sont sortis là-dessus, en fonction des versions des moteurs aussi. Au total sur les deux faces, je crois qu'il y a 14 motorisations différentes. Ça va de 110 chevaux à 240. Mais au total, sur toute sa vie, les Peugeot 407 a eu 14 puissances différentes, 3 V6 sur cette voiture. Il y a eu un V6 essence, 211 chevaux, 2 V6 diesel, 2,7 litres en premier, 3 litres en deuxième. Ah. Tu sens même que la languette elle a du mal. Le capot il fait pas un rebond, il fait juste... Tu sens que tout est lourd dans cette voiture. On va en reparler aussi de ça. Bon, pas de vérin hein, par économie de poids. V6 mazout. Désolé Greta, je m'excuse d'avance. How dare you? Fun fact, pas si fun que ça, c'est mon premier V6. J'ai jamais eu de voiture à moi avec un V6. J'ai toujours eu des 4 cylindres. Content, mais c'est pas un moteur très passionnel, c'est un V6 mazout diesel. Un peu comme ta première fois, quoi. T'es content de l'avoir fait, mais tu l'as fait avec ta cousine, donc tu le cries pas sur tous les toits. Quoi? Là c'est pareil, j'ai un V6, mais V6 HDI, qu'on a retrouvé absolument partout hein, d'ailleurs ce moteur. On est sur la première phase, donc 2,7 litres, qui délivre 205 chevaux, quelque chose comme ça, pour pas loin de 500 newtons, je crois qu'on est sur 450 Nm de couple. Le bébé est une enclume, donc il faut quand même bien que ça tracte. Ce moteur, on l'a retrouvé partout, il a été développé, alors déjà partout chez PSA, hein, donc c'est-à-dire que chez Citroën, on l'avait sous le capot de la C5, chez le capot de la C6. Chez Peugeot, il était sous la 407, sous la 607. On l'a retrouvé aussi chez Jaguar. What the f... Je peux dire que j'ai un moteur de Jaguar. Pourquoi chez Jaguar? Le moteur il a été développé avec Ford. Alors là tu viens de m'écouter, je viens de te dire Jaguar et je viens de te dire qu'il a été développé avec Ford, donc tu comprends pas du tout. On a affaire à un con. C'est juste que Jaguar était une marque qui a appartenu à Ford fin des années 80, début 90 jusqu'en 2008 où ça a été racheté par Tata Motors avec Land Rover, etc. Donc c'est pour ça que sous certaines Jaguar on retrouve aussi ce même moteur, un moteur qui consomme très peu. On est quand même sur un moteur de 2,7 litres, presque 2,8 litres il me semble, et on est sur une consommation qui est aux alentours de 7 litres au 100. Je consomme pareil avec la Swift Sport, à 0,2 litres près. Juste pour terminer rapidement sur le moteur, des performances qui sont équivalentes au V6. Alors, au V6, au V6 essence, je précise. Alors ça fait un peu mal de le dire, mais on est au début des années 2000. Peugeot est en plein essor du diesel, d'ailleurs le monde entier est en plein essor du diesel. De l'autre côté, on a Volkswagen avec les TDI, Audi pareil. On est chez Peugeot qui est l'acteur français, je pense, qui a le plus poussé sur le diesel au début des années 2000. Et donc, le moteur le plus performant qui va sortir sur cette 407 coupée, bah, ça sera les V6 diesel. Ça fait un peu mal au cœur de dire ça, que j'ai la plus puissante sur les phases 1. Parce qu'après la phase 2 est sortie avec 3 litres, 240 chevaux. Mes couilles sur ton front. J'aime bien toujours avoir le max de ce qu'elle peut proposer. La Talisman c'était l'initiale, la Swift c'était la Sport, la 308 c'était la GTI, BPS, ce que tu veux. T'aimes bien te la péter. Oui. Actuellement à 4 sur l'échelle de Richter. Deuxième fun fact, le diesel était tellement en plein essor au début des années 2000 que sur les petites motorisations, genre 1 litre 6 HDI, il y avait un bonus écologique pour acheter un moteur mazout.
Ça peut faire rire aujourd'hui. Pour faire très simple, le diesel, en termes de CO2, émet beaucoup moins qu'un moteur essence. Vraiment, en termes de CO2 pur, le diesel est beaucoup plus écologique que l'essence. C'est bizarre de dire ça comme ça. Le diesel recrache beaucoup plus de merde dans la nature que l'essence, tout ce qui est en termes de microparticules. À l'époque, au début des années 2000, le critère déterminant pour les bonus écologiques, c'était les grammes de CO2 pour 100 km. Et ben à l'époque, cette voiture, en petit moteur, c'était 120 grammes, 140 grammes, donc c'était quand même très faible en CO2 et tu pouvais avoir un bonus écologique. Quelques centaines d'euros, hein, c'était pas non plus mirobolant. Mais voilà, sachez que le bonus écologique pour le moteur mazout a existé. C'est une époque révolue. Celle-ci, elle a eu beaucoup de haters quand elle est sortie en 2005. Cette voiture avait la lourde tâche de reprendre la succession, la 406 coupé, qui s'est vendue à, je sais plus de 100 000 exemplaires. En modèle coupé sportif, c'est énorme. Celle-ci s'est vendue à seulement une trentaine de milliers d'exemplaires. 406 coupé qui avait été designé par Pininfarina. Si jamais c'est un atelier de design qui a été un partenaire historique de Ferrari, qui est d'ailleurs toujours un partenaire historique de Ferrari. Celle-ci n'a pas du tout été designée par Pininfarina. Alors j'ai oublié son nom à ce petit monsieur qui est décédé il n'y a pas si longtemps, en 2018 je crois. Ah, Gérard Welter, je ne sais pas comment on dit. C'est ce monsieur qui était directeur du design Peugeot au début des années 2000. La gueule, ça se voit tout de suite, hein, on reconnaît tout de suite le coup de crayon de ce monsieur Welter. Pas les caramels, c'est pas des Welter? Si, je crois. Ah ouais. Eh oui. C'est cette fameuse face avant avec l'espèce de grosse calandre en forme de sourire, les feux très allongés vers l'avant, donc que ce soit sur la 206, sur la 307, sur la 407, sur la 607, tout ça c'est ce monsieur. Mais il faut savoir aussi que ce monsieur, c'est le papa de la 205. Cette voiture a été designée par la même personne qui a fait la 205. Alors le coup de crayon a un peu changé hein, depuis la 205. Pour la première fois, on voit les 3 griffes de chez Peugeot qui sont ici. Alors c'est faux, ça ressemble à des aérations pour les freins, mais c'est factice, hein, c'est du plastoc en dessous derrière. On les a retrouvés ensuite sur les 508 et sur toute la gamme qu'il y a aujourd'hui. C'est les 3 griffes dans les feux maintenant. Oh, c'est le pain d'épices ça. Je sais que toi par exemple, tu la vois comme ça. J'aime pas. Voilà, j'ai toujours kiffé ce côté grand-père pressé. Maintenant qu'on en voit beaucoup moins, parce que déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, mais maintenant qu'on en voit moins, c'est vrai qu'elle attire un petit peu plus le regard qu'avant. Ah si, une chose qu'il faut que je montre, que tous les constructeurs doivent venir voir avec moi, à tous ces gens, tous ces constructeurs qui s'amusent à faire des fausses sorties d'échappement, genre t'as ton échappement qui va sortir en dessous, ici, là, ou même des fois, pour les voitures hybrides, il va sortir au milieu, sous la voiture. Par exemple, la classe A250, coucou Léo, s'il passe par là, A250E pour hybride, elle sort au milieu de la voiture, alors sous la voiture. Et pourtant, derrière, t'as 2 fausses sorties en plastique. Venez voir, tiens. Comment on fait une fausse sortie? Comme ça. Pour faire une fausse sortie, on fait une vraie sortie avec juste une petite soudure là ici pour que ça sorte vers le bas. Parce que, alors, si jamais vous ne saviez pas, le diesel ça a tendance à marquer un petit peu noir. Donc si jamais ça sortait tout droit ici, au moindre feu rouge, au moindre ce que tu veux, les fumées d'échappement remonteraient le long ici et j'aurais une vieille trace de merde là ici noire comme sur toutes les Seat reprogrammées, la TDI en mode un peu mal torché. Et donc là voilà, ils ont pensé à faire une fausse sortie qui sort en fait directement sous la vraie sortie. Donc voilà, si vous voulez faire des fausses sorties, c'est comme ça qu'on fait des fausses sorties. Merci Maxime. Message national. Pour votre santé, mangez votre médecin. Alors attends, le coffre il marchait pas tout à l'heure quand j'ai essayé. Alors oui, il y a quand même 2-3 petites choses qui marchent pas, hein, parce que la voiture a bientôt 20 ans. Celle-ci a bientôt 180 000 km. 2-3 petits trucs qui marchent plus très bien. C'est français. Le coffre, comment tu l'ouvres? Reproduction. Il y a ceux qui savent et ceux qui savent pas, hein, comme toi, il y a encore une semaine. Attention. Et voilà, ça marche pas. Oh putain, pourquoi il marche plus mon coffre? Et un problème de bus. Mais comment je vais sortir la petite fille qu'il y a dedans? Mais je crois que je n'arriverai pas à ouvrir mon coffre. Hein. T'inquiète pas, on viendra le chercher après. Je voulais vous montrer le super bouton caché pour ouvrir le coffre, mais je pourrais même pas, je suis déçu. Si, j'avais dit qu'il faut qu'on parle des feux. C'était la mode au début des années 2000-2010, des feux LED à l'arrière, les premières signatures. Et Peugeot, ils se sont dit, bah tiens, au lieu que ça nous coûte de l'argent et qu'on mette des vrais feux LED, on va mettre plutôt une grille en plastique par-dessus des feux halogènes à ampoule pour faire genre c'est des LED. Il y en a là-dedans. V6 oblige. Bon, V6 diesel, on va voir ce que ça donne, hein, mais on va faire un petit démarrage. Tu te mets derrière et je t'enfume. Tu prends bien ta respiration, hein. Ouais. Il se pourrait aussi que j'ai un turbo ou deux fatigué. Ouh, c'est proche. T'es confort, hein. L'intérieur, ouais, c'est ça, c'est qu'on est vraiment là dans une grosse GT. Et je pensais pas honnêtement qu'une Française, surtout au début des années 2000, pouvait avoir un niveau de confort et de luxe à ce point-là. On est sur du cuir étendu presque partout. La casquette là du tableau de bord, on est sur du cuir mais qui est épais. Je suis sûr que c'est résistant quoi. Ça craque pas. Il y a juste mon siège qui craque un tout petit peu. Et
Il est vrai. Ça, c'est les fixations qui vieillissent un petit peu. Après, on n'est pas loin des 200 000 km, je le rappelle. Mais sinon, l'habitacle de la voiture en soi, il a très bien vieilli. Il n'y a pas de plastique qui s'est effrité. J'ai pas de plastique décrépi par le soleil. Et que les sièges qui ont des petites marques du cuir, là. J'ai le dos trop épais. Le Z de trop. J'ai pas dit encore dès le début. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Merci. Merci en tout cas sur ceux qui s'abonnent, qui se sont abonnés, qui s'abonneront. Merci pour vos commentaires. Oui, merci pour vos commentaires. Oh, j'ai du mal à parler là, j'ai froid. Même les haters. Ouais, ça fait du référencement et puis... Non, j'ai rien d'autre à dire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette voiture? Donc l'intérieur qui est très bien, surtout avec cette petite couleur. T'appellerais ça comment? Bordeaux. C'est Bordeaux ça? Ouais, je dirais Bordeaux. Un peu vin là. C'est vin mais pas trop vin, genre Vous avez gagné quoi? Un dictionnaire, regardez. le marron vin. Donc là on est quand même sur des matériaux un petit peu nobles, hein, cuir, aluminium. On a juste cette énorme console centrale. On est très sur le côté Airbus des années 2000. Boutons de partout, je pense qu'on pourrait s'amuser à les compter. Sur la console centrale, nous sommes à 55 boutons. Ça fait beaucoup là, non? Je me suis dit, je vais pas la mettre, mais bon, écoute, tu m'as devancé. Le GPS, il est même pas allumé, mais je te laisse imaginer la gueule d'un GPS d'il y a 20 ans. Parlons du gabarit rapidement. La voiture, 1,8 tonne sur cette version avec le V6 HDI, 4,81 m de long pour la Peugeot 407 coupé. Ça commence à faire long, hein, quand on sait que la Talisman Break, la plus grosse voiture produite en longueur chez Renault, fait 4,84 m. On est là sur un coupé qui fait la même taille que ce break. On n'est pas loin des 5 mètres, hein, c'est immense pour une voiture. On n'a pas l'impression parce qu'elle est quand même coupée, assez fine de profil. Mais non, c'est un bus, c'est un yacht. Donc on est sur une voiture qui est très GT, très lourde avec beaucoup de couple. Pas énormément de puissance, 205 chevaux, c'est pas non plus la fin du monde pour rouler tranquille. Et c'est bien réussi. Attention, le gros V6. Non, il se passe rien du tout. Je trouve pas le trou. Maman, aide-moi. Vous êtes attachés les enfants? Oui, capitaine. On est donc sur une voiture très GT. Ce que je disais, c'est que je pense que c'est vraiment une des meilleures représentations. Un chien! Le trouble du déficit de l'attention et hyperactivité est un trouble du neurodéveloppement. Mais il n'y a pas de gens avec lui. C'est un mingle, alors ça doit être pour la chasse. Ah, c'est pas con ce que tu dis là, on a entendu les coups de feu tout à l'heure. On a failli se faire tirer pour une vidéo. Oh, ça te dérange pas d'habitude. Ouais. Bouffe de France. C'est clairement pas sportif. Ça marche relativement bien. Je crois qu'on est sur du 7-8 secondes pour un 0 à 100. Donc pour un bateau d'une tonne 8, c'est quand même assez correct. Alors pour te garer, tu sens que la voiture est longue et lourde. Mais une fois que c'est en mouvement, c'est quand même relativement tranquille. Oula. C'est un mazout, mais tu l'entends. Et moi j'aime bien. La direction est très précise. C'est un châssis français, hein, donc on fait toujours des très bons châssis en France, et là encore une fois. Franchement, la voiture est bourrée de qualité. Il y a quand même des défauts. Le défaut principal, j'aurais envie de dire, c'est une certaine fiabilité un peu aléatoire. Français. Les principaux problèmes sur cette voiture-là, c'était le système de refroidissement. Donc il y avait le boîtier à eau fragile et qu'il fallait remplacer. Cette voiture a eu son boîtier à eau qui a été remplacé. Et devine ce qui est tombé en panne. Le boîtier. La pompe à eau. J'ai actuellement une pompe à eau qui est morte sur cette voiture. Je consomme à peu près autant de diesel que de liquide de refroidissement. J'ai la mousse des sièges aussi qui a tendance à s'effriter un petit peu. Ça fait un peu comme les sièges de bus, quand vous tapez dessus, ça fait de la poussière qui sort des trous. Mais sinon, rien de très alarmant. Ah si, alors si. Ah, grosse déception, il n'y a pas le Bluetooth. Je pensais quand même que sur une voiture équipée comme ça, bah, je veux dire, j'ai les essuie-glaces photo et Oui. les essuie-glaces automatiques, les feux automatiques, un écran GPS comme ça, il y a des sièges chauffants. Le prix. Le prix, ah c'est intéressant, oui, c'est pas bête ce que tu me dis. Celle-ci, je l'ai eue à 4 990 €. Plus 2-3 frais de remise en service, donc un roulement, un soufflet de cardan et du coup une pompe à eau. C'est des voitures qui sont affichées à moins de 6 000 €. Moi j'ai envie de dire pour l'instant foncez, et ça sera le mot de la fin. Merci d'être resté jusque là. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, partager, liker. Merci, bisous.